Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. Aujourd'hui, je vous propose d'aller encore une fois à l'extrême nord, donc du côté de Ouégoire, dans la tribu de Bandé. Aujourd'hui, on parle des langues vernaculaires, plutôt les langues kanak dans notre rubrique, c'est bien de chez nous. Ensuite, pour notre rubrique Job et Éducation, nous allons assister à un atelier photo qui a été effectué du côté de Pointe-Dimier. On en parle avec Merlénie, Marie-Hélène. Et ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, aujourd'hui, Anna Chiron nous présentera le premier centre de rééducation. Un reportage d'Alexandre Sigoura qu'on vous propose de retrouver dans notre rubrique On s'occupe de vous. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, nous nous trouvons actuellement dans les locaux de la SMSP, donc plus précisément dans la salle de conférence. Alors, pourquoi nous sommes là? Nous avons réalisé en partenariat avec Néo Production un film sur l'usine de Kwangyang, donc en Corée du Sud. Donc, ce reportage pour expliquer ou qui retrace l'histoire de ce partenariat entre la SMSP et POSCO. Et pour ce faire, nous sommes venus ici rencontrer André Dang que nous recevons aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Dang. Bonjour. Alors, vous êtes le PDG de la SMSP, donc le président-directeur général. Alors, les relations commerciales avec vos clients japonais ont été interrompues par le passé, donc à cause du manque de haute teneur requise par ces derniers. Donc, ce qui vous a contraint d'aller à la recherche d'autres partenaires. Donc, pour sauver la SMSP, vous avez donc ainsi rencontré POSCO. Aujourd'hui, qu'en est-il de vos relations avec POSCO depuis l'inauguration de l'usine de Kwangyang et surtout depuis la seconde ligne de production? À vrai dire, ce ne sont pas les Japonais qui nous ont abandonnés, mais en effet, les Japonais ont abandonné plus de 20 mineurs du pays, car ils n'avaient plus de teneur. Notre cas est différent, car c'est nous, après avoir soldé la dette que nous avons envers les Japonais, nous avons décidé, nous, de construire notre propre usine. Car il faut savoir que le résultat brut d'une usine ne représente que 2%, alors que dans la métallurgie, elle représente 98%. C'est pour cette raison que la SMSP a construit son usine de traitement de minerais à basse teneur, une teneur qui ne peut pas être traitée localement. Et nous avons proposé, nous sommes allés avec Paul Niaoutine et moi-même, nous avons proposé au leader mondial de la production d'acier inoxydable de construire ensemble une usine pyrométallurgique pour traiter notre minerai en Corée. Alors, on va le savoir dans le reportage, mais qui est vraiment POSCO? Est-ce qu'à l'époque, vous n'avez pas eu de réticence ou de contrainte, ou de crainte plutôt en signant avec POSCO? Non, absolument pas, puisque nous avons pris la précaution de vérifier. Nous avons visité plusieurs producteurs d'acier inoxydable, et POSCO était le leader mondial de la production d'acier inoxydable. Et puis ses références, il est coté en bourse, c'est quelqu'un de très sérieux. Et nous, la même chose, parce qu'il a fallu se faire accepter aussi par POSCO notre proposition, qui a été d'ailleurs exceptionnelle, puisque nous voulons conserver, si vous voulez, la souveraineté de nos mines comme la souveraineté de l'usine. Et nous détenons à 51% les revenus de ces deux investissements. Tout ceci pour penser, si nous avons réalisé cela, c'est surtout pour partager équitablement le profit. Et nous pensons, c'est une optimisation de notre part, c'est la valorisation de notre ressource, permettre pour les futures générations. Car il faut savoir que l'usine ne fermera pas, alors que la mine, elle peut être consommée, puis vidée et fermée. Alors c'est pour ça que l'usine, si on n'a pas du minerai de la NMC, nous pouvons investir et acheter du minerai ailleurs, et les revenus seront toujours au pays pour pouvoir son développement. Alors, la construction du deuxième four plutôt a duré 17 mois. Ce n'était pas trop court pour vous? Oui, en effet, les Coréens c'est des gens qui sont exceptionnels. Ils sont en avance de 4 mois sur la construction de cette usine. Il est évident, de notre côté, nous sommes très en retard, puisque c'est inimaginable de voir qu'ils peuvent construire une usine en 17 mois et sa montée en puissance de la deuxième ligne n'est que de 6 mois. Donc, vous voyez, ils sont très rapides et très efficaces.
D'accord. Alors 54 000 tonnes de métal de nickel, c'était l'objectif. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui la faisabilité de cet objectif? Et est-ce que vous confirmez aujourd'hui ne plus dépendre des acheteurs intermédiaires pour l'achat et la vente du minerai? Oui, de ce côté, je peux vous confirmer que la capacité nominale annuelle serait de 54 000 tonnes de nickel métal contenu dans des ferro-nickel et qu'il est vrai aussi que nous n'aurons plus besoin des traders et ça sera directement entre nous et nous devons produire 3 600 000 tonnes. C'est avec cette suppression des intermédiations qui nous permet d'abaisser la teneur de production et de pouvoir satisfaire les besoins de cette usine et aussi enregistrer du profit et des revenus confortables pour amener au pays, pour bâtir notre pays. C'est pour cette raison que nous avons construit cette usine. Alors monsieur, donc pourquoi cette usine offshore? Car nos mines sont épuisables, alors que l'usine, elle, continuera à produire avec d'autres minerais d'ailleurs hors NMC. Par exemple des Philippines, de l'Indonésie, d'Australie. La SMPE peut ainsi continuer à rapatrier tous ses revenus au profit du pays pour pouvoir développer le pays. La construction de cette usine s'intègre complètement dans la stratégie de développement durable de la province Nord. C'est un développement durable au profit des générations futures, car la mine, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable et épuisable. Donc nous devons valoriser et l'utiliser pour construire un outil durable pour l'après-nickel. Et en fin de vie de la mine, l'usine continuera à produire avec d'autres minerais venant d'autres sources et SMSP continuera à recevoir des revenus pour développer le pays. La stratégie de développement de la SMSC est basée sur l'optimisation de la valorisation de sa ressource naturelle, permet d'être propriétaire à 51% de l'usine calédonienne en Corée et de la mine. C'est pour la souveraineté de son sous-sol, mais aussi de son usine. Cette usine est réalisée de très haute valeur au profit du pays. Ce sont des dividendes que nous avons reçus. Il faut toujours se rappeler que la mine ne dégage que 2% de cash flow, alors que la métallurgie dégage 98% du cash flow. Vous voyez, je peux vous citer un exemple. Si nous ne faisons pas cela, et qu'on reste sur l'exportation du minerai, ben le minerai, un jour, quand la mine elle est vidée, qu'est-ce qui resterait pour la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qui resterait pour nos enfants? Plus rien. Alors, nous prenons par exemple l'exemple que j'ai constaté, et que vous pouvez tous le savoir, c'est la République de Nauru. Cette petite île isolée au sein du Pacifique central, dans la situation économique actuelle, est intimement liée à son histoire unique de la ressource des minerais de phosphate. Ce minerai de phosphate a constitué quasiment la seule source de revenus de cette île durant presque un siècle et assuré une population à un niveau de vie très élevé pendant plusieurs décennies. Mais l'épuisement de ces réserves, conjugué à des politiques économiques imprévoyantes, ont plongé Nauru dans une faillite et l'instabilité politique depuis 1990. Aujourd'hui, la population est dans la pauvreté. Et afin d'éviter tout cet écueil, la SMSP a construit son usine calédonienne en Corée du Sud pour traiter un minerai qui ne peut pas être traité localement. Elle pourra racheter du minerai partout où les mineurs voudraient bien nous les vendre et nous pouvons traiter ce minerai. On n'est pas obligé de constituer notre propre mine, car vous savez, dans le monde, il y a du nickel partout et on peut le faire. On le fait exactement comme les Japonais ont fait pour construire leur pays. D'accord. Alors pour terminer, justement, monsieur, donc, cet entretien, on va profiter quand même de votre présence pour vous expliquer, pour vous quand même donner un droit de réponse par rapport au communiqué qui a été envoyé aux médias, afin de mettre un terme sur les accusations faites par les uns et par les autres sur la dette de la SMSP. Alors, est-ce que vous pouvez vous expliquer donc vous savez, madame, la SMSP ne conteste pas les faits qu'elle doit payer des impôts. Au contraire, en tant que société du pays, car nous sommes 100% pays, on appartient aux provinces nord, elle doit participer au budget du pays. Mais comme tous les autres partenaires économiques du territoire, elle doit être traitée avec respect. Or, dans cette affaire, on n'a jamais voulu nous permettre de s'expliquer. Il a fallu l'intervention de Mme Lijard, présidente,
du gouvernement pour que le directeur général de la DSF nous a reçus. Et après plusieurs séances de travail, d'explication, nous avons démontré que ce redressement est infondé et dans lequel le directeur général de la DSF a reconnu, et c'est qui justifie, et qu'on n'a jamais eu de cadeau, on n'a rien demandé au cadeau. On a simplement expliqué le montage financier qui s'est passé avec POSCO, et puis à la fois aussi nos engagements, et puis il y a les échanges d'argent, etc. C'est sur la valeur. Tout est traité en dollars. Et le directeur de la DSF a reconnu notre bien fondé dans notre plaidoirie. Et ça a été, on n'a pas eu de redressement à ce sujet, tout simplement. C'est la fin de cet entretien, donc merci André Dong. Je rappelle que vous êtes le PDG de la SMSP. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, et je vous propose de découvrir cette bande-annonce, un extrait du film qu'on va justement diffuser le 9 juillet dans notre émission Grand Angle. Un montage, on va dire, innovant, novateur, le mot qu'on veut, c'est-à-dire que ça n'existe pas nulle part. Nous, on ne savait pas que ça n'existait pas, nous, on voulait le faire. Quel que soit le statut, quelle que soit l'opinion politique, les gens veulent construire le pays. Et pour avoir une paix durable, c'est le développement. Voilà, et Falaï nous rejoint pour votre agenda de la semaine. Bonjour Falaï. Salut Elise et bonjour à tous. Alors, je commence avec un rappel, on vous en avait déjà parlé. Il s'agit du concours de dessin lancé par la Province Nord à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Et bien, pour celles et ceux qui veulent y participer, vous avez jusqu'au 23 juin pour vous manifester. Voilà, toutes les informations sont disponibles sur le site de la Province Nord, www.province-nord.nc, comme le règlement par exemple, ou encore les dossiers d'inscription. Oui, c'est vrai, le site est complet. Je vous donne également ce numéro, le 47 72 00. Voilà, qui apparaît, qui est le numéro du service de l'aménagement et de la gestion de l'eau de la Province Nord. Voilà, et on reste dans les concours cette fois-ci, organisés par le comité de pilotage de la fête du livre et des îles Loyauté. Oui, alors ce concours est ouvert à tous pour la création de son logo officiel. Ce logo servira à identifier cet événement qui est la fête du livre et de la lecture aux îles Loyauté sur les différents supports de communication. On parle de marque-pages, les flyers, les affiches, etc. Et alors, comment ça se passe? Alors, il faut envoyer les propositions à la médiathèque de votre île avant le 25 juillet. Alors, proposition qui doit être accompagnée d'un bref descriptif expliquant en fait la symbolique des graphismes utilisés. Alors, pour plus d'informations, il faut appeler, pour l'IFU, le 45 52 38, pour Marais, le 45 01 37, et pour UVA, le 45 10 02. Voilà, j'espère que vous avez noté tous les numéros. On retourne en Province Nord avec les infos, avec des infos plutôt utiles à noter dans vos agendas, et c'est destiné pour la zone VKP. Oui, alors où des permanences juridiques seront assurées. Alors pour commencer, ce sera dans la commune de Vauf le mardi 9 au centre d'accueil des femmes en difficulté. La permanence se tiendra de 8h à midi. Ensuite, ce sera autour de la commune de Koné, qui assurera une permanence donc sous la case du marché, toujours de 8h à midi le mercredi 10 juin. Et enfin, jeudi 11, une permanence aura lieu à la mairie de Pointe-Boute, toujours de 8h à midi. Et je rappelle qu'elles sont sans rendez-vous et gratuites. Alors pour plus d'informations, il faut appeler le 86 05 92. Voilà, et on poursuit à Ponéréouin avec le chapiteau. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, une projection d'un film vous sera proposée à partir de 20h. Demain, le spectacle Danse contemporaine de Richard Digoué vous sera proposé, un spectacle inspiré par le rôle de la monnaie kanak. Alors c'est demain à partir de 20h sous le chapiteau. Voilà, Richard Digoué qui est un très grand danseur kanak, à surtout ne pas rater. Pardon. Ouais. Voilà, c'est noté. On passe maintenant dans le domaine de la nature, mais cette fois-ci en province sud.
Oui, alors c'est ce samedi 6 et dimanche 7 juin, la Société mycologique de Nouvelle-Calédonie vous propose d'en apprendre davantage sur les champignons. Alors il y aura une exposition de champignons frais, un atelier découverte de champignons cultivés ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc ce sera à partir de 10 h au parc forestier. Voilà, ayant fini dans les airs. Oui, avec la journée porte ouverte de l'aéroclub calédonien. Ce sera ce dimanche 14 juin à l'aéroclub du côté de Magenta. Alors cette journée a pour but de partager la passion de l'aéronautique en découvrant l'école de pilotage, la formation en elle-même, les locaux de l'association et bien sûr les appareils. Et qu'est-ce qu'il y aura justement au programme ? Alors au programme, une dose d'adrénaline, ce sera avec, il y aura des vols de démonstration, des baptêmes de l'air pour ceux qui veulent. Il y aura également une exposition photo et un simulateur de vol. Alors à noter aussi que cette journée sera aussi l'occasion pour l'association de lancer sa campagne de bourse pour les jeunes entre 16 et 20 ans, les jeunes qui désirent apprendre à piloter. Voilà, les jeunes, n'hésitez pas à y aller. Alors, comment ça se passe pour les inscriptions ? Alors, les dossiers d'inscription sont disponibles directement sur place en ce qui concerne les bourses. Et pour plus d'informations, il faut appeler le 25 49 22. Voilà. Alors, toutes ces informations, je le rappelle, données dans cet agenda peuvent être soumises à des changements indépendants de notre volonté. Donc, il faut bien noter les numéros de téléphone et n'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, merci Falaï. Et puis, on te retrouve tout à l'heure pour la rubrique fin mois. Mais de rien, Elise. Allez, à tout à l'heure. On retrouve Duke Menango pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on parle des transmissions des langues vernaculaires. Bonjour Elise, bonjour à vous à la maison. Alors Elise, lorsqu'on fait référence aux dites langues vernaculaires, on les oppose souvent aux langues véhiculaires. Alors la langue vernaculaire c'est quoi ? Par définition, une langue vernaculaire c'est une langue qui est parlée par une communauté restreinte. Aujourd'hui on rattache donc ces langues vernaculaires, enfin ce terme langue vernaculaire, on le rattache au terme autochtone et indigène, tout ça pour faire référence à ces langues originales qui sont parlées par nous, par les peuples autochtones, par les peuples indigènes de telle ou telle région. Alors, combien de langues sont parlées dans le monde ? Alors, selon le site Langues du Monde, Élise, on parlerait plus de 6700 langues et dialectes dans le monde. En Europe, ils ont 35 langues officielles et 222 langues vernaculaires et dialectes. Nous, en Océanie, on parlerait donc 1300 différentes langues pour seulement 27 États, Élise. Et en tête des États, là, on a la Papouasie qui, à elle seule, parle 740 langues, presque 800 langues. Ça représente presque, même plus d'un dixième des langues parlées dans le monde. Voilà. Et donc, nous, ici, au pays, on a tout de même 28 langues et même 30 langues vernaculaires et plusieurs dialectes. Mais c'est quoi, en fait, pour nos chers téléspectateurs, c'est quoi un dialecte, en fait ? Alors, Élise, un dialecte, on va dire, pour résumer, on peut dire qu'un dialecte, en fait, c'est un dérivé ou une variante d'une langue. Au départ, on a une langue qui est parlée par un groupe de personnes. Là, et lorsque cette langue est justement parlée par un très grand nombre de personnes sur une zone géographique qui est grande, qui est vaste, et cette langue elle a tendance à être modifiée selon la région d'un continent ou de la zone géographique sur laquelle on se trouve. Et tout ça, c'est dû au fait que certains groupes de personnes sont plus isolés que d'autres. Et puis ces groupes de personnes aussi, elles ont des diversités culturelles, quoi. Puis leur histoire aussi est différente, du coup ça se répercute sur la langue, et puis d'où ces variantes, d'où ces petites dérivées d'une langue première, quoi. Alors justement, aujourd'hui, c'est un peu la dictature des langues parlées par les grandes et vieilles nations. Le monde se focalise sur ces langues que sont justement l'anglais, l'espagnol, le français, tout ça au détriment de nos langues vernaculaires parlées par les peuples autochtones. C'est vrai, Lise. Alors, tout ça, là, ça porte un nom. On peut utiliser, les sociologues, les anthropologues, là, ils parlent de l'impérialisme culturel.
Donc ça définit un petit peu l'emprise de cette culture occidentale que tu as citée là sur les autres cultures qui font le monde. Aujourd'hui, malgré ça, nous sommes tous conscients que les langues véhiculaires sont importantes, là, le français, l'espagnol, l'anglais, parce que les langues véhiculaires, ce sont des langues qui permettent au peuple du monde, qui parlent des langues différentes, de communiquer entre eux. D'où l'importance de ces langues véhiculaires, surtout dans le contexte moderne dans lequel on évolue. Mais ça, c'est un argument qui se pèse, parce que nous, on peut aussi citer le fait que nos vieux, depuis des millénaires, ils se sont promenés à travers le continent océanien. Et puis à l'époque, ils ne parlaient ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol. Mais ça ne les a pas empêchés de communiquer entre eux, de partager et d'échanger avec le reste du monde, quoi. Voilà, c'est vrai que la pression qui pèse sur nos cultures de peuples autochtones est forte. Et la dite perdition de nos langues indigènes atteint un niveau d'urgence aujourd'hui, n'est-ce pas, Dioka? C'est vrai, on peut dire que la situation est urgente, surtout pour nous, les petits peuples. Et surtout pour nous, car on va dire, on l'a déjà dit dans notre chronique là, de la semaine dernière là, sur les discours généalogiques, on a dit que nos langues, nos danses, nos chants, tout ça, ça véhicule, en tout cas ça contient des informations qui sont vouées à être partagées avec le reste du monde. Donc nos langues vernaculaires, toutes nos petites langues indigènes et autochtones, ce sont des richesses qui nous appartiennent à nous, mais qui appartiennent aussi à l'humanité tout entière. D'où la grosse pression qui pèse sur nos épaules pour transmettre tout ça, perpétuer nos langues et nos cultures autochtones, indigènes. Et justement, Alice, c'est dans ce cadre-là un petit peu qu'a été organisée la journée des langues maternelles. Ça s'est tenu dernièrement sur Wegwa, sur la tribu de Bandé, c'est ça. Et puis justement, on avait une de nos équipes qui ont assisté à un moment de partage autour de ces langues vernaculaires. Donc je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage. La Nouvelle-Calédonie est le pays d'outre-mer, de l'outre-mer français, où il y a le plus de langues parlées, et c'est une immense richesse. Et je crois que sans la langue, on ne peut pas circuler librement. C'est pour cela que notre culture, il faut la sauvegarder, la valoriser. Cette richesse, il faut la montrer au monde, il faut continuer à l'entretenir, à la porter, et il faut surtout la transmettre, parce que c'est à travers nos langues que passe aussi la communication entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que notre langue véhiculaire est le français aujourd'hui, mais nous avons toujours besoin d'une langue véhiculaire. Et c'est pour cela que dans l'accord de Nouméa, il a été stipulé que les langues kanak sont, au même titre que le français, des langues d'enseignement et de culture. Nous pauvres nous va, nous pombe va ni mono, va ni tuma, va ni bumabu, mani chorobu, va ni amala wama, kala geba ni teleo, la pombe doni, la pombe vani, avec ilalala la ko ene. Les langues kanak, les langues maternelles de ce pays, sont encore bien vivantes à travers donc une trentaine de langues. Et c'est pour ça qu'il est important que les jeunes apprennent à parler leur langue. Oh! Et Bunaseila! Otmawa Baitichemukia Jaro Harachumejubea! Nabeti Werne Kunye Jehu! Eat Megani Metika! Ces manifestations-là ont aussi pour but de montrer au public, peut-être aux Calédoniens en général, que les langues sont des sources identitaires de tolérance et de respect des uns des autres. Et le fait que ces langues-là soient préservées montre la richesse identitaire de ce pays. La transmission des langues est très importante parce que c'est à travers nos langues que nous exprimons notre pensée, que nous exprimons notre identité, que nous exprimons nos cultures, nos civilisations, c'est-à-dire ce que nous sommes et ce que nous avons à travers notre part d'humanité à apporter au monde. Il est important que la maman
qui connaît sa langue le parle à son enfant parce que c'est un héritage qu'elle seule peut lui transmettre. Les autres moyens de transmettre les langues, c'est le parler dans la famille, avant même que l'enfant n'aille en classe, où aujourd'hui il y a des langues kanak qui sont enseignées. On peut transmettre la langue oralement, effectivement à la maison, dans les tribus, dans les discours coutumiers, dans les mariages, dans les deuils, dans les contextes de production de la parole en milieu tribal. Il y a aussi des chants d'amour et des berceuses. Je crois que la transmission de la langue se fait aussi par la transmission des techniques. Quand tu es en train de construire une case, il y a tout un vocabulaire sur la construction de la case. Quand tu es en train de faire de la pêche, il y a aussi une transmission des techniques. Apprendre à l'enfant ce que sont par exemple les plantes médicinales qui peuvent le guérir de ses petits bobos, apprendre comment préparer un moitaï, c'est-à-dire par exemple à partir de la banane, comment faire un four kanak avec le vocabulaire qui va avec. Si l'école peut être un tremplin pour que ces langues-là soient enseignées, il y a aussi les médias, il y a aussi la presse. Nous utilisons beaucoup la presse, comme vous le savez, pour pouvoir faire en sorte que les langues soient valorisées. Je crois que toutes les techniques qui sont utilisées naturellement sont bonnes à prendre. L'universel est dans la case, Internet est dans la case, Google, Facebook, il y a autant de succès, si vous voulez, dans les tribus. Je crois qu'on ne peut pas empêcher la modernité et au contraire, il faut utiliser ces différents moyens de transmission pour que les langues-là soient aussi à la pointe de l'information. Pour la transmission des langues kanak, c'est vrai qu'il y a eu un moment où les parents pensaient que les enfants réussissaient mieux s'ils leur parlaient le français à la maison. Mais justement, la recherche a trouvé le contraire. C'est que l'enfant qui est bilingue, quand il arrive à la maison, c'est un moyen de réussite scolaire. Ce qu'on peut espérer, c'est que l'Académie des langues fonctionne encore mieux qu'elle l'est aujourd'hui et que les langues kanak soient toutes enseignées dans les écoles comme il est prévu dans l'accord de Nouméa. Voilà, comme il est souligné dans le reportage, l'enseignement des langues du pays, donc dans les établissements éducatifs, l'ALK sont des outils pour préserver notre patrimoine, mais la transmission doit se faire bien sûr à la maison. C'est ça, Elise, d'abord à la maison, c'est important. Et puis ce qu'il y a d'important aussi, c'est que nous, d'abord, les enfants du pays, soyons conscients de la richesse dont nous sommes garants. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Voilà, merci Duke, et puis on te retrouve dans 2 semaines, après nos semaines de rediffusion. Merci Elise, et merci encore à vous de nous avoir suivis. Voilà, donc on passe tout de suite à notre rubrique Job et éducation. Bonjour Marie-Hélène, aujourd'hui on parle éducation à la photographie. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors Élise, on le sait, on le vit, la photographie elle prend de plus en plus de place dans notre environnement, elle nous entoure, elle nous encercle. Voilà, donc ça c'est un fait indéniable, tu es d'accord? L'image est partout. L'image est partout, c'est exactement ça. Donc, du coup, pas étonnant effectivement que la photographie, elle est la cote.
de nos jours, tu es d'accord, surtout qu'aujourd'hui on peut prendre des photos avec beaucoup, n'importe où, mais surtout avec exactement, avec beaucoup d'appareils mobiles, les smartphones, les tablettes, quoi d'autre encore, Élise? Avec la caméra, on peut faire une capture bien d'écran, évidemment, la GoPro. Exactement, donc voilà, énormément d'appareils permettent aujourd'hui de faire de la photo facilement. Donc, rien d'étonnant qu'on s'intéresse du coup beaucoup à cet art. Parce qu'aujourd'hui, l'appareil photo est devenu aussi un objet plus accessible. Avant, on ne pouvait pas, justement, peut-être pour manque d'argent, ou avant on achetait plutôt un appareil jetable. Maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est plus accessible. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, quel que soit le budget dont on dispose, on peut quand même s'acheter un appareil capable de faire des photos. Ça, c'est indéniable, Élise. Ensuite, il est certain que si on souhaite acheter un appareil un petit peu plus sophistiqué, il va falloir quand même y mettre le budget. C'est clair qu'une fois l'appareil en main, il faut savoir également aussi l'utiliser. Ça peut servir. Il y a beaucoup d'options dessus. Oui, il y a plein de boutons. On utilise juste le bouton pour prendre la photo, mais sinon... Il y a un menu en tout cas qui est assez effectivement complet, en tout cas qui propose plein de possibilités. Donc il faut, comme tu le dis si bien, savoir l'utiliser, son appareil photo. Sinon, effectivement, on prend des photos en automatique. Mais ça peut être bien aussi. Mais apprendre à bien s'en servir, tu as raison, c'est quand même l'idéal. Alors, ce que je voulais dire aussi, Élise, c'est que on sait plus ou moins prendre des photos, puisque voilà, on a amené à en faire tout le temps. Donc on prend des photos avec ses amis pour s'amuser, voilà, des photos souvenirs. Par contre, lorsqu'on veut faire une photo réfléchie en fait, dans le but de faire vraiment une photo presque parfaite, là intervient quand même les connaissances. C'est vrai que c'est pas facile toujours de prendre une belle photo, ça s'apprend, on va dire ça. Ah oui, c'est clair, Élise, ça s'apprend. Même si on croit savoir faire des photos, il y a quand même des techniques qui existent et qui doivent être pas expérimentées, mais en tout cas des techniques qui méritent d'être travaillées, d'être utilisées pour pouvoir devenir de plus en plus performants. Alors, je pensais justement, tu sais, à ces photos aujourd'hui que l'on prend soi-même, là, les fameux selfies là, avec les portables, les téléphones et tout. Bon, c'est vrai que ça peut être de la photo un petit peu artistique entre guillemets, mais tu es d'accord quand même que quand on fait ce type de photos-là, on ne sait pas vraiment prendre des photos. Oui, il faut apprendre. Juste pour pour plus d'informations, les selfies, justement, ce sont des autoportraits pris par nous-mêmes. Exactement, avec souvent des téléphones portables. Donc comme tu dis si bien, effectivement, si on a envie de prendre des cours pour aller plus loin, en tout cas dans la démarche, c'est possible. Soit effectivement, on apprend tout seul en sortant le guide, le mode d'emploi et en cherchant. Exactement, je vois que tu as déjà vécu cette expérience-là. C'est clair. Voilà. Mais bon, je suis pas trop belle photo, donc du coup, je vais juste chercher le menu où il y a le flash et tout, et puis voilà quoi. Et tu prends la photo. Voilà, je prends la photo. Alors si un jour, Élise a envie d'aller plus loin, de connaître beaucoup plus de choses, il y a des cours quand même qui sont dispensés par des photographes professionnels. Je pense notamment à Claude Baudemoulin qui en donne des cours, et puis il y a également Jules Malocco aussi qui donne des cours. Voilà. Et puis figure-toi qu'à l'école aussi, il est possible d'être familiarisé, on va dire, aux techniques photographiques. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, puisque voilà, on prend des photos en amateur, mais toujours en ayant quand même un petit style, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu une exposition au centre-ville, justement, une expo photo. Oui. Elle a été, c'est vrai, organisée du côté de la place des Cocotiers. Je ne sais pas si elle est toujours visible, mais en tout cas, c'est pour montrer justement que lorsqu'on a un autodidacte, qu'on a appris tout seul, on peut faire aussi de la belle photo, Élise, c'est certain. Alors, moi, j'ai envie de te dire que ce qui est intéressant dans le cadre scolaire, c'est justement de familiariser un petit peu les élèves à ces techniques-là, parce que derrière cet enseignement-là, les enfants, les jeunes apprennent énormément de choses, notamment ils apprennent à voir et à comprendre, Élise. Alors qu'est-ce que ça veut dire, apprendre à voir et à comprendre? En fait, grâce à cette initiation donc, à la photographie, on apprend à lire des images. On apprend aussi à les décrypter. Et puis, l'idéal, c'est effectivement d'apprendre, si tu veux, à lire des images en regardant de plus en plus, en allant dans des expositions, pour justement s'enrichir et puis habituer justement son œil à ce travail de décryptage. Et je pense que s'intéresser à la photographie, justement, permet de se découvrir et puis partager, d'échanger avec les autres. Exactement, Élise, parce que, je veux dire, les enseignants
qui ont déjà proposé ce type d'activité à l'école se sont rendus compte que les enfants, en fait, réussissaient à sortir de leur coquille, qu'ils arrivaient justement à communiquer avec les autres, à échanger autour de cet art-là. Hein. Et puis il y avait même des talents aussi qui se révélaient. Et puis au fur et à mesure, si tu veux, les jeunes, ils prenaient de plus en plus confiance en eux. Voilà. Et puis ils découvraient, si tu veux, ce qui les entoure, quoi, en fait, l'environnement, les gens, la nature. Et à travers justement ces exercices, ils arrivaient, si tu veux, à révéler quelque part, en quelque sorte plutôt, la beauté de ce qui nous entoure, quoi. Donc ça, c'est génial. C'est carrément génial. T'es d'accord? J'aimerais bien apprendre. J'aimerais bien suivre justement un atelier. C'est vrai, t'aimerais bien? Eh bien, écoute, en tout cas, tu sais que Jules Malocaux en propose. On l'a suivi, nous, du côté de la médiathèque de Poindimié, où se déroulait donc un atelier. Donc, on va rejoindre les jeunes qui, justement, à cette occasion-là, ont découvert le fonctionnement d'un appareil numérique. C'est donc le reportage de Aurélie Chiron. On va voir ensemble les techniques de base de réglage d'un appareil de photo. Juste pour vous montrer comment il faut régler un appareil de photo pour prendre des photos à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc vous savez, l'histoire de la photographie, c'est que c'est la lumière. Donc il n'y a pas de lumière, pas de photo. Donc les élèves présents, ce sont des élèves de l'ALP de Poindimié, antenne de lycée professionnel. Ils sont en formation CAP du bâtiment. Ce sont des élèves qui ont eu un parcours scolaire difficile, il ne faut pas se cacher. Et leur origine est différente. Nous avons des élèves de la côte Est, mais aussi des élèves de la côte Ouest. Grand angle, ça veut dire que vous voyez bien les angles sur les côtés. Plus vous allez pousser au niveau du zoom, donc vous perdez en angle et vous gagnez en profondeur. Ça veut dire que vous allez voir beaucoup plus loin. Donc c'est souvent en utilisant le téléobjectif quand on utilise pour faire des portraits. Nous avons été invités par la documentaliste qui nous a fait savoir qu'on pouvait participer à l'atelier photographie de M. Malocaux dans le cadre de la fête des bibliothèques. Alors il faut savoir qu'on a accepté, mais que c'est une totale découverte pour nous, pour mes élèves, parce que la photographie, chez nous, ça se limite au téléphone, faut dire ce qui est. Pour utiliser un appareil de photo, vous avez besoin de savoir les bases. On appelle ça le triangle d'exposition. Donc, triangle d'exposition, vous entendez déjà parler de 3. Donc, il y a 3 réglages à faire. La vitesse d'obturation, c'est l'ouverture du diaphragme et la sensibilité. Ce sont les 3 réglages de base où tout photographe professionnel doit toujours régler, et même les amateurs et les passionnés. Ça, ce sont les réglages de base où nous avons besoin de savoir pour régler, pour trouver une bonne exposition de l'image. Quand vous entendez parler de la vitesse d'obturation, vous savez que c'est le temps. Vous allez donner du temps à votre appareil pour pouvoir autoriser la lumière de rentrer dans votre capteur pour essayer de faire un réglage pour faire une bonne exposition. Cliquez juste un petit peu sur les déclencheurs en haut et vous allez voir les informations derrière. Il y a des informations qui vont s'afficher et normalement il y a un petit 1 devant et sinon après je ne sais pas si c'est un 500e ou un 400e. Est-ce que vous voyez? L'objectif, c'est effectivement d'aborder l'aspect de la photographie professionnelle, parce que c'est vrai que nous travaillons souvent les photos dans le cadre de projets, de leurs activités, mais c'est souvent de façon superficielle. On est toujours dans le cadre de commenter les photos, point final. Et là, effectivement, M. Malocaux nous a apporté plus de détails, notamment, je répète, techniques. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'il tenait des appareils photo de ce type, avec des objectifs, des zooms de cette sorte. Mais je pense qu'on va exploiter, un peu plus approfondir l'étude de la photo dans le cadre des progrès des techniques. Comme ça fait partie c'est un thème que nous allons aborder en cours. Et je pense que là, on va pouvoir exploiter
l'atelier que nous avons fait avec M. Maloko. Maintenant, vous ne touchez pas au réglage, vous allez juste sortir, vous allez prendre une photo là devant, dehors, et vous revenez. Si vous faites des photos comme ça pour une collectivité, vous allez être viré du premier coup. Vous êtes sûr de ne pas revenir la prochaine fois. Hein? Donc ça, nous sommes en train d'apprendre comment il faut régler vos appareils pour avoir de la bonne lumière. Donc là, vous avez vu les réglages qu'on a fait pour l'intérieur, ce n'est pas possible à l'extérieur. Le travail du photographe, c'est de chercher la lumière. Pour avoir une image, il faut de la lumière. Mais une lumière bien choisie, une lumière bien équilibrée, une lumière pour une bonne exposition de l'image. Déjà avant de venir, j'ai senti que les élèves étaient très intéressés. J'étais plutôt surprise. On a discuté et j'ai senti tout de suite qu'ils allaient accrocher, effectivement. Il n'y a pas eu beaucoup de lumière parce qu'on est dans une salle où l'éclairage n'est pas trop lumineux. Donc c'est un peu la difficulté et c'est justement, ça fait partie justement du jeu pour pouvoir essayer de régler, pousser les réglages pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait pour prendre une photo. En fait, comme j'ai expliqué, le fait de faire une photo, c'est de chercher la lumière. Comme on dit, une image, c'est l'écriture de la lumière. Et le but, c'était ça. Donc, le fait que la salle est moins éclairée, donc on a poussé un petit peu au niveau des éclairages pour pouvoir trouver une bonne exposition de chaque image. Donc, c'était le but. Ils se sont amusés à faire, je pense, surtout des portraits, parce qu'ils se sont amusés à se prendre les uns les autres. Ils ont pris en photo aussi les objets qui étaient posés sur la table, en essayant de respecter les consignes du photographe. Un 20e et f3.5 au niveau de l'ouverture du diaphragme. Vous allez regarder derrière, allumer les informations là, appuyer un petit peu sur le déclencheur et vous allez tourner sur la bague de zoom. Vous allez voir qu'en même temps, l'ouverture du diaphragme, elle change. Effectivement, les termes techniques de la photographie, je ne pense pas qu'ils vont s'en souvenir forcément. C'est grâce à la manipulation voilà, qu'ils ont peut-être compris le sens de certains termes, mais ça reste un vocabulaire difficile qu'il faudrait approfondir, travailler un peu plus. Essayez de bien cadrer, hein. Coupe sur le côté là. Ici, vous pouvez couper le front, mais il ne faut pas couper le menton. Il ne faut pas le menton. Ce que je transmets aux jeunes au travers ces ateliers photo, c'est mon expérience. J'aimerais bien un jour voir des jeunes qui sont passés avec moi dans les ateliers évoluer dans ce métier. Et le fait que dans notre milieu, au niveau de la culture kanak, il y a une grande richesse. J'aimerais bien un jour que ces jeunes-là montrent leur propre culture, leur vécu, et puis au travers ces images, ils puissent parler de leur vie. Et parce que transmettre un message, des informations. Et comme souvent dans nos milieux, les jeunes de chaque culture, ils vont mieux transmettre parce qu'ils sont dedans. Et des fois, ils sont plus autorisés que nous, de l'extérieur. Donc c'est bien que c'est une idée que j'ai toujours depuis, de mettre en place ici dans le territoire, des jeunes photographes partout dans le territoire.
On voit, Marilène, à travers ce reportage, qu'avoir un esprit critique face à l'image, c'est important. Hein, l'objectif, c'est devenir un spectateur averti. Exactement, Élise. Et d'ailleurs, tu sais, on peut s'amuser dans notre quotidien justement à décrypter les images. Voilà, par exemple, chercher le message qu'a voulu cacher, si tu veux, dissimuler l'auteur d'une photo, ou encore, voilà, carrément, essayer de trouver ce que l'auteur de la photo cherche à nous dire à travers cette image. Hein. Et c'est vrai que justement, en maternelle par exemple, il y a des exercices où il y a une image, on demande à l'enfant de voir ce qu'il voit, justement d'écrire un peu ce qu'il y a sur cette image. Je pense que c'est un peu l'objectif de nos chers photographes. Alors justement, si on veut devenir un photographe comme Jules Malocco, comme Claude Baudemoulin, alors comment on fait? Alors, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de cursus type, si tu veux, pour devenir photographe. Hein. C'est l'expérience, si tu veux, qui prime et qui fera forcément la différence. Mais toutefois, hein, il est quand même possible de suivre des formations. Hein, et d'ailleurs, souvent, les recrutements se font à partir du BTS, donc à partir d'un bac+2. Alors, il faut savoir qu'en métropole, il existe des formations. Hein, il existe par exemple un bac professionnel, si tu veux, photographie, qui est proposé dans des grandes villes de métropole. Hein, je vais en citer quelques-unes, Paris, Lyon, Bordeaux, hein, voilà. Et ensuite, on peut bien évidemment aller encore plus loin. Hein. Et justement, tu parlais d'un BTS tout à l'heure. Oui, alors justement, ce fameux BTS, si tu veux, photographie, il existe. Hein, on peut, bien évidemment, après un bac pro, intégrer, si tu veux, ce cursus-là. Et puis, il faut savoir aussi, Elise, qu'il existe des écoles, en fait, hein, des écoles de photographie qui délivrent des diplômes à bac+2, jusqu'à bac+5. Alors je vais citer justement quelques écoles qui sont reconnues justement par la profession, comme ça si des téléspectateurs plutôt sont intéressés, ils pourront toujours se renseigner via internet, hein, pourquoi pas. Il y a l'école par exemple des Gobelins qui est réputée, l'école nationale supérieure de la photographie d'Arles, c'est une ville en métropole, hein, l'école nationale supérieure Louis Lumière, et puis il y a également l'école nationale supérieure des arts décoratifs, Élise. Donc il y a des possibilités, mais en métropole. Merci Marie-Hélène, et puis on te retrouve pour une prochaine chronique. Oui, à bientôt Élise, au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique fin vent. Ok. Allez, on retrouve Falaï pour le fin vent. Oui, comme tous les jeudis, on vous présente une recette de cuisine préparée par des professionnels, mais aussi des amateurs, des mamans, des papas, qui veulent bien nous dévoiler leurs astuces de cuisine. C'est vrai, d'ailleurs, on les remercie au passage pour leur participation dans notre émission aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu? Alors, dans quelques secondes, vous verrez un reportage où le pâtissier Olivier Péan vous dévoile une façon de cuisiner, de préparer la pâte à choux, et rien que la pâte à choux. Alors, comment la réussir? Quelles sont les petites astuces que l'on peut refaire à la maison, surtout si l'on n'est pas vraiment équipé, comme ces grands chefs dans leur cuisine. Voilà, réponse de suite avec ce reportage signé Mara Lourde. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la base de la pâte à choux. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de 125 g d'eau, 125 g de lait, 125 g de beurre, 187 g de farine, 5 œufs et une pincée de sel. Alors, pour réussir sa pâte à choux, nous avons une certaine quantité de liquide, donc ici 250 g de liquide au total, que l'on va diviser par 2 pour avoir la quantité de beurre. Donc ici 250 divisé par 2, 125 g. Et pour avoir la quantité de farine exacte, on additionne les 250 g de liquide plus le beurre que l'on divise par 2, ce qui nous donne 187 g de farine. Alors je vais mettre dans ma casserole l'eau, le lait et mon beurre. Et on va faire chauffer ça jusqu'à ce que le beurre soit entièrement fondu. Et on peut déjà rajouter une petite pincée de sel pour assaisonner nos choux. Donc on n'hésite pas à casser les gros morceaux de beurre pour que ça fonde plus vite.
ici, mon beurre a complètement fondu. Je ne l'ai pas laissé trop bouillir pour ne pas perdre trop de liquide. On va maintenant, hors du feu, ajouter notre farine en une seule fois. Et mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte assez consistante, comme ceci, que l'on va remettre sur le feu entre 30 secondes et 1 minute pour dessécher la pâte. Donc, constamment, on la casse en petits morceaux pour essayer de faire évacuer le maximum d'eau. Et voici, donc là, on peut voir qu'on a de la buée qui s'échappe. C'est donc tout le liquide qui s'évapore. Une fois que l'on a desséché notre pâte, on le verse dans un saladier. Et on va la laisser refroidir quelques minutes. Alors, une fois que notre pâte a légèrement refroidi, on va incorporer les œufs un à un. Donc vous pouvez voir, ça va faire des gros morceaux de pâte. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est tout à fait normal. On continue de mélanger jusqu'à ce que tout l'œuf soit incorporé. Arrivé à ce stade-là, on peut incorporer un autre œuf et ainsi de suite jusqu'au 5e œuf. Alors, nous avons incorporé nos 5 œufs. Nous allons voir maintenant si notre pâte à choux est prête. Donc pour ça, on prend notre spatule et on va la passer dans la pâte et elle doit se refermer légèrement. Donc là, il manque légèrement d'œuf. Ce qu'on va faire, on va casser un œuf dans un bol, le battre et on va y aller petit à petit. Voilà, comme ceci, on peut également y aller avec le doigt. Donc on met l'index à peu près au milieu de la deuxième phalange. Passer dans la pâte à choux et si celle-ci se referme lentement, comme cela, là on voit qu'elle se referme beaucoup plus que tout à l'heure, notre pâte à choux est prête. Alors, nous allons maintenant passer au dressage des petits choux. Donc, pour ce faire, à l'aide d'une poche à douille, munie d'une douille unie ou cannelée, comme vous voulez. Alors, si chez vous, vous n'avez pas de feuilles siliconées, pensez à mettre une petite pointe de pâte à choux dessous votre papier sulfurisé. Ça aidera à ce que le papier reste en place et qu'il ne vole pas pendant la cuisson. Donc on va faire des petits choux que l'on espace d'au moins 2,5 cm parce que ça va énormément gonfler. Et en quinconce, ce qui va permettre à la chaleur de bien passer partout. Si vous ne voulez pas la faire cuire de suite, vous la filmez au contact ou dans un récipient bien fermé au réfrigérateur. Ça se conserve au réfrigérateur quelques jours ou alors quelques semaines au congélateur. Donc voici pour des petits choux. On peut également faire des petites éclairs, donc des bâtonnets. Alors, on va préchauffer notre four à 240 degrés et pour le moment, on va dorer nos petits choux avec un mélange d'œufs que l'on aura battu. Et on vient délicatement, légèrement les aplatir en croix. On fait attention de ne pas trop en mettre sur les côtés car ça pourrait empêcher un gonflement uniforme de votre chou. Donc on en dépose bien sur le dessus et notre plaque est prête à être enfournée. Comme ceci. Et je baisse maintenant la température à 180 degrés.
Et on va laisser cuire ça une vingtaine de minutes. Alors, une vingtaine de minutes se sont écoulées. On va pouvoir sortir nos choux du four. Et donc, nos petits choux, donc ils sont croustillants, ils s'enfoncent légèrement. On va pouvoir les fourrer avec une préparation sucrée ou salée, donc de la crème pâtissière, de la chantilly, ou salée, une préparation à base de fruits de mer, du surimi, ce que vous voulez. Les choux sont, vous avez une recette neutre. Si vous voulez faire que des choux sucrés, vous pouvez rajouter un peu de sucre. Et après, libre à vous de laisser libre cours à votre imagination. Et voici, maintenant vous avez tout pour pouvoir faire vos choux à la maison. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle recette. Merci, au revoir. Ça m'a l'air très bon en tout cas, et puis très croquant et aéré. Hein. Oui, j'avoue, c'est cool hein, cette astuce. Oui, tu sais, en regardant si la pâte se referme tout doucement pour vérifier si la pâte est prête à cuire. Hein, c'est à noter. Je tenterai ça à la maison et je te dirai des nouvelles. Hein. Okay. Alors, eh ben justement, hein, c'est bientôt les vacances scolaires et c'est peut-être aussi le moment de partager peut-être un petit atelier cuisine avec nos chers bobins. Oui, une occasion de passer le temps avec nos enfants en dégustant de bonnes pâtisseries, mais bon, faut pas trop abuser non plus. Voilà, bon, en ce qui concerne les pâtes à choux, comme Olivier Payan l'a précisé à la fin du reportage, sa pâte est sans sucre pour que vous puissiez très bien réaliser des pâtes à choux sucrées comme salées. Et cette pâte s'appelle la pâte à choux d'office. Voilà, donc une recette que vous pourrez retrouver sur YouTube dans la quotidienne du jour. Après avoir réalisé justement ces pâtes à choux, qu'est-ce qu'il est possible de réaliser ensuite alors, le choix est vaste. Alors, comme idée pour du sucré, vous pouvez très bien réaliser des choux à la crème. Donc là, vous pouvez fourrer les pâtes à choux de crème fouettée ou de crème pâtissière. Alors pour les éclairs, l'intérieur est fourré de crème au chocolat ou au café. On en trouve aussi à la pistache de crème ou de crème à la vanille. Le dessus est glacé au fondant ou au caramel. Et dans ce cas, on appelle ce gâteau un bâton de Jacob. C'est rigolo ce nom. Et puis comme dernière idée en sucré, vous pouvez également réaliser des chouquettes. Alors là, il faut remplir la pâte à choux de crème pâtissière ou crème glacée à la vanille. Et puis, c'est souvent accompagné de chantilly. En tout cas, ça donne envie. Alors, si on est plus, on va dire, tenté par le salé. Alors, comme Olivier Payan le disait aussi, vous pouvez très bien fourrer vos pâtes à choux d'une farce à base de mousse ou de pâté de poisson, de fromage ou encore d'une préparation à base de thon et de mayonnaise, hein, le tout assaisonné à votre convenance. Voilà, c'est vraiment selon vos goûts et puis il faut laisser faire votre imagination. Voilà, c'est pratique comme base de cuisine. Alors merci à celui qui l'a inventé. Mais en fait, c'est qui a inventé la pâte à choux? Alors là, il faut dire grazie mille Élise, hein, parce que apparemment, on attribue cette invention à un pâtissier italien appelé Popellini. Alors elle date du XVIe siècle. À l'époque, on appelait ça la pâte à chaud, puisqu'elle était faite à base de pâte séchée sur le feu. Et puis, un siècle plus tard, un certain Avis ou Avici, je ne sais pas comment on prononce ça, va perfectionner cette pâte. Et donc, la pâte à chaud change très vite de nom et devient la pâte à choux. Voilà, merci pour ce petit cours d'histoire. On en apprend tous les jours. Hein. Mais de rien, Élise. Alors, comme pour toute chose, tout est bon tant qu'on ne tombe pas dans l'excès. Alors, donc voilà, se faire plaisir de temps en temps, c'est bien. Mais il est important de garder une alimentation saine et équilibrée, hein, et également d'avoir une activité physique régulière. Donc voilà, et puis dans les écoles, hein, il y a de plus en plus de campagnes de sensibilisation des enfants à avoir une meilleure alimentation. Mais bon, ça doit déjà commencer à la maison. Voilà, je vous conseille 5 fruits et légumes par jour, comme moi. Voilà, c'est vrai. Donc, on te retrouve. Merci pour le fin bon. Merci pour cette recette. Et puis, on te retrouve donc demain pour l'agenda. Mais de rien, Élise. Allez, salut à tous. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous.
Bonjour Anna, tu nous emmènes aujourd'hui du côté de Koutio. Nous visiterons donc le CSSR, donc je m'explique, le centre de soins de suite et de réadaptation. Donc nous verrons comment sont pris en charge les patients, nous verrons aussi l'équipement mis à leur disposition et je sais qu'il y a même une piscine. Bonjour Élise et bonjour à tous. C'est vrai, il y a bien une piscine dans ce centre du CSSR et puis on verra que tout a été prévu, tout a été fait pour que les patients soient à l'aise et puis tout a été vu en fait pour leur bien-être. On va commencer par une petite présentation de ce qu'est un CSSR. Alors ils ont 3 missions principales. La première est la prise en charge rapide des patients, tout ça pour optimiser les chances de récupération, parce que ce sont des personnes qui ont été soit suite à des traumatismes, des accidents, etc., qui sont handicapés, donc on fait tout pour les réinsérer. Et donc il y a une rééducation et une réadaptation qui est faite pour permettre justement aux patients de récupérer ses facultés, et tout ça dans un cadre, comme on le verra, qui est convivial et confortable, et puis pour qu'ils aient aussi une bonne récupération, mais aussi pour que tout soit fait sur un bon niveau, sur le plan physiologique, mais aussi psychologique, parce que le moral, ça compte aussi. Et puis, on essaye de tout faire pour leur permettre ensuite une meilleure réinsertion dans le milieu familial, mais aussi dans le milieu social. Alors, ça doit faire beaucoup de monde en termes de personnel dans un si grand centre, on va dire. C'est vrai qu'il faut beaucoup de monde, puisque, comme on le verra dans le reportage un peu plus tard, c'est immense. C'est immense, j'en dis pas plus, vous le découvrirez. Donc, du coup, il faut du monde. Alors, on peut avoir notamment le personnel classique, je dirais, d'un hôpital, des aides-soignants, il y aura une diététicienne dans ce CSSR, des cadres de santé, il y aura aussi évidemment des infirmiers, des infirmières, une assistante sociale, des kinés, bien sûr, neuropsychologues également, des pharmaciens, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer. Voilà une équipe pluridisciplinaire pour apporter justement le meilleur bénéfice aux patients pendant leur séjour. Tout à fait, Élise, puisque des réunions seront prévues entre l'équipe médicale chaque semaine, tout ça pour évaluer l'état de santé de chaque patient et puis pouvoir réajuster ensuite les traitements qui sont prévus pour ces patients. Bon, moi, j'arrête de parler et je te propose plutôt d'aller directement à Koutio découvrir ce fameux CSSR. Et c'est signé Alex Sigura. Bonjour et bienvenue au CSSR, le premier centre de soins de suite et de réadaptation du territoire, au moins le premier centre de cette ampleur en tout cas, qui comporte 85 lits et 15 places d'hôpital de jour. Je vous invite pour une visite. Suivez-moi. Alors, la première machine du CSSR, c'est celle-ci, qu'on a fini d'installer. Bonjour monsieur. Donc voilà, c'est une machine d'isocinétisme. C'est la première machine de ce type sur le territoire, encore une fois. Ça permettra de tester chaque muscle et servira de référence, ça peut même au tribunal éventuellement, et pour les sportifs également aussi, et surtout pour lutter contre le phénomène des arrêts de travail dus aux maladies du dos notamment. Donc il y a un potentiel extraordinaire avec cette machine. Entre parenthèses, c'est un investissement colossal, c'est une machine qui coûte dans les 25 millions CP, mais voilà, on estimait que la Calédonie le valait bien. Donc bien sûr, on ouvre ce jour, mais il y a encore quelques éléments à régler. Ce monsieur vient de Métropole pour finir de régler cette machine, mais on va la mettre en route très rapidement. Et très rapidement, elle pourra donc être fonctionnelle et servir aux patients qui sont déjà hospitalisés. Donc là, on arrive dans le growl du centre. C'est le plateau technique, le plateau de rééducation en lui-même. Et donc tout est un plateau avec des machines ultra modernes, comme vous pouvez le constater. Tout est fait justement pour pouvoir
soigner toutes les pathologies qui nous sont présentées, aussi bien les pathologies en neurologie qu'en orthopédie et en diététique et cardiologie, avec une salle cardiologie un petit peu spécifique qu'on verra tout à l'heure. Je vous invite à voir la piscine aussi également. Donc voilà, là vous voyez, bon, il y a encore un petit peu de ménage à faire à l'extérieur. Donc on a des espaces qui sont zen, hein. On veut qu'il y ait dans cet esprit, les gens soient contents d'être là, soient bien ici, soient décontractés, ce qui n'empêche pas la technicité, encore une fois, de ce CSSR, mais avec une structure qui soit complètement à l'aise pour les Calédoniens, donc une structure qui est tournée complètement vers l'extérieur. Vous voyez là, à l'extérieur, toutes les chambres qui donnent sur ce patio, avec là, bon, les fontaines ne sont pas encore allumées, mais les fontaines coulent, etc. sur ce patio. Et là, nos amis qui travaillent d'arrache-pied pour finir. Donc là, on va aller sur la piscine. Donc cette piscine, c'est une piscine de rééducation. L'eau est chauffée à 32 degrés, à 32 à 35 degrés. Il y a des tapis pour pouvoir se poser dessus, comme la kiné nous le montre, des tapis pour pouvoir marcher dedans. Donc l'avantage, c'est la fameuse poussée d'Archimède. À partir au niveau des pectoraux pratiquement, on n'a plus que 50% du poids du corps, donc une remise de 80% du poids du corps. Donc c'est une remise en charge progressive qui est tout à fait intéressante. Donc là, elle est sur un tapis qui permettra de mettre les gens complètement allongés sur l'eau en flottaison complète. Là, on pourra les faire travailler en détente complète et notamment en phase de relaxation pour les détendre complètement, étirer les muscles, étirer des avant-bras, des jambes, etc. Et après, bien sûr, on pourra aussi, comme vous voyez, il y a des vélos, on pourra faire des cours d'aquabike, éventuellement même pour le personnel le soir. Avec un espace extérieur pour pouvoir se réchauffer après et faire les exercices qu'on aura fait dans l'eau sur le deck. Et bien sûr un plateau sportif. On a créé Handisport ici sur le territoire il y a quelques dizaines d'années. Donc moi je voulais absolument qu'il y ait un plateau sportif où on puisse faire notamment du basket fauteuil, tennis fauteuil, basket, tir à l'arc éventuellement, etc. Mais qu'il y ait un plateau sportif. Donc là, on aperçoit donc un peu plus haut donc toute l'aile où il y a les chambres. Et puis un peu plus loin la salle à manger et les studios de réhabilitation. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une allée pour pouvoir monter directement en fauteuil roulant ou en béquille, etc., en se tenant, qui permettent d'éviter systématiquement les ascenseurs et les escaliers dans ce centre. Là, vous voyez directement, là, on a 3 studios de réhabilitation pour permettre aux gens de se réinsérer complètement avant de quitter le centre. Il y a toujours une angoisse pour les gens qui sont un petit peu longtemps hospitalisés. Le retour à domicile est toujours un peu angoissant. Donc on a fait un espèce de sas où ils vont pouvoir passer quelques jours ici pour réapprendre à se servir d'une cuisine, etc. Savoir s'ils sont complètement autonomes. Et pendant ce temps-là, il y aura une équipe mobile qui ira sur place chez eux, prendre contact avec la famille, faire en sorte que leur domicile soit aménagé pour pouvoir les recevoir, prendre contact avec les autorités médicales et être sûr qu'on n'ait pas d'échec et de retour prématuré qui soit nocif pour notre image. Donc là, il y a ce patio-là, c'est le patio d'accueil en fait, avec un spot pour toutes les familles donc, qui viendront voir leurs patients, qui pourront s'installer dehors, hein, manger, grignoter dehors avec les patients. Et un petit spot un petit peu sur la gauche pour les infirmières et les soignants. Donc quelque chose encore de bien zen, hein, bien détendant, avec cette fontaine qui coule, etc. Après, il va falloir surveiller pour que tout le monde n'aille pas marcher n'importe où, pour respecter tout ça. Mais je crois qu'il y aura une bonne ambiance, donc ça le fera bien. Et puis là, on a la salle de restaurant.
Donc j'ouvre en grand parce que la vue aussi est sympathique. Il y a du monde qui travaille, donc on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de le personnel à l'heure actuelle qui travaille. Et ça servira de salle de restaurant avec trois services différents. Un premier service pour tout ce qui est régime alimentaire, etc. Et puis après un service pour les patients et un service pour le personnel. Donc voilà, une chambre seule pour un lit d'orthopédie notamment. Donc les lits sont entièrement automatisés, on peut les lever, etc. dans tous les sens. Avec un petit placard, on a même mis un petit coffre-fort. Et puis une vue qui est toujours sympa. Hein. On lève c'est des doubles vitrages, ça c'est exceptionnel aussi en Calédonie, mais on estimait que c'était important que le patient soit dans un confort de silence, toujours pareil. Hein. Donc après, ils peuvent ouvrir, chaque patient a sa petite terrasse comme ça, et on ouvre, et là, ils ont la vue sympa sur mer, donc voilà, ça leur donnera envie de rentrer chez eux rapidement. Donc on a des lits de rééducation endocrinienne et métabolique, c'est-à-dire la lutte notamment contre l'obésité, qui est un réel problème en Nouvelle-Calédonie, dans le monde en particulier, aussi également, mais en particulier en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est adjoint à une alimentation de base avec taro, igname, cochon, etc., Coca-Cola et chips. Donc ça, effectivement, c'est détonnant. Donc on a des surpoids un peu trop importants. Surpoids important, c'est hypertension artérielle, diabète, etc. Donc là, on a par exemple deux lits qui peuvent supporter chacun 500 kg. Bon, ça, c'est 500 kg, avec un rail, vous voyez, au-dessus qui permettra de lever les patients et pouvoir les amener directement dans leur salle de bain, donc, qui est évidemment dimensionné pour eux, hein, avec des fauteuils qui sont vous voyez, hein, ils sont un peu dimensionnés pour eux. Hein, c'est un peu large. Donc voilà, là au moins, l'obésité sera complètement prise en compte, avec prise en charge aussi dans une cuisine en bas qu'on verra tout à l'heure, une cuisine thérapeutique, hein, pour pouvoir leur réapprendre complètement à se nourrir, à manger, etc. Et essayer de faire en sorte que ce pays ne soit pas noyé sous ces complications de l'obésité. Là, vous voyez, donc là, c'est le troisième patio, hein, qui permet d'avoir accès à la cardiologie, et surtout à cette aile qui est une aile réservée pour les infirmières, avec tous les locaux techniques d'infirmières, nutritionnistes, etc., qui pourront se reposer un petit peu avec des petits stores, etc., et prendre un instant de repos dans cette ambiance. Donc là, la cardiologie, c'est une petite salle d'éducation thérapeutique, une salle de réentraînement à l'effort, une salle d'épreuve d'effort, et puis une salle de gymnastique au sol. Donc ça, c'est la première fois qu'on pourra faire de la rééducation cardiologique en Nouvelle-Calédonie. Elle est actuellement commencée en général en Australie, mais hélas, pas finie en Calédonie, parce qu'il n'y avait pas encore les moyens techniques de la finir. Donc là, c'est la salle d'ergothérapie, hein. Vous voyez déjà des différentes fonctions pour apprendre aux patients à se servir de différentes robinets. Cette salle, elle permet un réapprentissage des gestes usuels de la vie qui ont pu être perdus par le patient. Donc compenser complètement son handicap. Là, vous voyez des ergothérapeutes qui sont déjà en plein travail. Voilà. Donc je vous parlais aussi tout à l'heure de l'obésité. Voilà une cuisine thérapeutique où on va réapprendre réellement aux gens à cuisiner. On va arrêter de leur parler, on va leur parler aussi, mais de protéines, de lipides et de calories, etc., pour les faire rentrer vraiment dans le vif du sujet. Tous les matins, il y aura le panier du marché qui sera déposé au CSSR, et il y aura une diététicienne ici qui sera à même d'expliquer aux gens comment cuisiner, ce que c'est qu'est vraiment une pincée de sel, ce n'est pas une poignée, quelle matière grasse employer plutôt qu'une autre, etc. Donc là, ils auront un certain nombre de menus qu'ils pourront reproduire chez eux et aller dans le bon sens, enfin. C'est-à-dire que oui, chez eux, ils sauront comment cuisiner, et pour eux et pour leur entourage. Et à mon avis, c'est la solution enfin une solution, parce qu'il y a bien d'autres solutions encore, hein. Après, avant la chirurgie, peut-être qu'il faut penser à ça. Voilà.
ça, c'est un petit salon extérieur hein, où les personnels extérieurs au bâtiment viendront visiter leurs patients. C'est un salon-là, discuteront. J'ai bien l'intention de mettre un petit baby-foot un petit peu plus tard pour que ce soit un petit peu ludique aussi, hein, qu'il y ait des enfants qui vont venir ici, donc ça faut que ce soit sympathique. Et puis on rentre dans tout ce qui est l'aile neurologique, avec là essentiellement des lits simples, hein, parce que c'est un peu plus sympathique d'être tout seul dans sa chambre quand on a un souci neurologique, le bureau des cadres. Et on retourne sur ce patio numéro 1 avec donc tout le plateau technique, et j'en profite pour dire qu'effectivement cette technicité-là, elle est aussi due à la collaboration du CHT. Hein. C'est sûr que sans l'aide du CHT, sans les techniciens du CHT, hein, que ce soit au niveau de la direction qu'au niveau du personnel et des cadres infirmiers, etc., on n'en serait certainement pas arrivé à ce niveau-là, c'est sûr. Voilà, ça donne vraiment envie d'y aller. En tout cas, voilà, les patients y seront bien chouchoutés. Alors, combien de personnes peuvent y être accueillies? Bien, il y a une capacité de 85 lits qui sont disponibles en hospitalisation complète et 15 pour une hospitalisation de jour. Et on signale que c'est ouvert à tous, hein, quelle que soit la couverture sociale, que vous soyez aide médicale, CAFAT ou mutuelle. Renseignez-vous donc auprès bien de l'hôpital ou du CSSR. D'accord. Des petites infos pratiques concernant les horaires, les visites Oui, par rapport aux horaires, hein, puisque c'est réglementé. Donc, il faut savoir que les visites médicales sont programmées, hein, sont limitées plutôt, à partir de 12 jusqu'à 19h uniquement. Ok, ben pour finir, on va donner un numéro de téléphone, hein, le 71 12 12. Donc, avec ce numéro-là, on peut se renseigner pour avoir plus d'informations. Ben, écoute, merci Anna, et puis on te retrouve donc vendredi, demain, hein, pour une nouvelle rubrique. À demain à tous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi.